Archi et BD, la ville dessinée, est une exposition sur la ville, beaucoup plus sur la ville que sur l'architecture. Nous avons choisi, dans le travail des auteurs de bande dessinée, mais aussi dans le travail des architectes, des visions sur la ville. Ce qui nous intéressait, c'est une projection de la ville, souvent réaliste, mais très souvent futuriste, voire fantasmagorique. Et ça, c'est peut-être une plateforme de partage où architectes et auteurs de bande dessinée se retrouvent. Et on est bien d'accord que les architectes ne font pas du tout le même travail. Ils sont dans un art social, ils construisent pour abriter des hommes et ils ne sont pas là pour divertir. C'est ça qui va différer. En revanche, dans l'expression graphique, il y a bien des points communs. Et c'est ça qui nous a intéressés de faire apparaître dans ce grand travail sur la bande dessinée, ce qui s'étend sur un siècle. Alors en effet, en tant que critique d'architecture, je me suis amusé à infiltrer l'architecture dans l'univers des auteurs de bande dessinée. C'est-à-dire qu'au milieu des planches et des illustrations que nous avons choisies avec Jean-Marc Thévenet dans le monde de la bande dessinée, nous avons fait venir des dessins d'architectes et justement on a mis à jour cette ambiguïté qu'il y a à explorer la question de l'utopie. Parce que dans les utopies, qui est un sujet favori des architectes, notamment dans les années 60-70, il y a des choses qui ont dû inspirer bien des auteurs de bande dessinée. Et c'est ça qui est intéressant. Tout le travail de l'exposition est sur ces allers-retours entre architecture et bande dessinée. On est bien d'accord que y a-t-il des influences et tout, on n'a pas cherché ça, c'est moins les influences que les correspondances qui nous ont intéressés. Donc ça commence en 1905 avec Winsor McCay. Donc ça c'est du côté bande dessinée. Du côté architecture, c'est un jeune architecte qui s'appelle Santelia, issu du mouvement futuriste, architecte qui n'a d'ailleurs jamais construit, il a été tué au front en 1914, mais il va imaginer une ville future. Et donc ce futurisme exprimé par le dessin, eh bien on peut le retrouver, mais alors dans énormément de dessins des auteurs. Donc on voit que là il y a des influences extrêmement fortes. Alors c'est une carte blanche que nous avons donnée à un jeune artiste, Ollie Slager, son nom est ici. Et quand j'ai dit carte blanche, c'est-à-dire qu'il avait comme deux contraintes. On lui avait demandé évidemment de rester dans les limites de l'épure du mur qu'on lui donnait, et puis de faire un time code, comme on dirait, sur justement toutes ces grandes décennies qui ont vu se succéder des bâtiments des plus importants, et des bâtiments extrêmement iconiques, des bâtiments qui sont des chefs-d'œuvre de l'architecture et qui vont donc créer notre histoire. Lui, alors, là encore, avec beaucoup de liberté, il s'est permis de mélanger les bâtiments, parfois de les empiler comme ici, où il met la grande arche de Rem Koolhaas à Pékin sur le centre de la danse de Prejlocage fait par un architecte Rudy Ricciotti. Voyez, et en dessous, vous avez la Caixa de Madrid des architectes Herzog et de Meuron. Donc là, on voit, et ici, vous avez le rassemblement de deux tours, l'une à Londres de Foster, l'autre de Jean Nouvel à Barcelone, et en dessous, encore une fois, Rem Koolhaas avec la bibliothèque de Seattle. Tout ça, il l'a raconté en intégrant des super-héros, des héros de la bande dessinée, mais aussi des œuvres du cinéma, il y a Pulp Fiction, il y a beaucoup de choses qui viennent comme ça, de la littérature, et donc c'est en fait toute une fresque culturelle où on voit bien que l'interdisciplinarité est à l'œuvre, qu'en fait, les architectes, évidemment, sont des gens qui lisent, ce sont des gens qui regardent le cinéma, et il est évident que les auteurs de bande dessinée aussi. Et dans quoi vivent-ils, les auteurs de bande dessinée? Dans un cadre construit. Donc voilà, c'est tout ça que nous rassemblons ici dans une histoire, car on espère bien dérouler une histoire. On n'a pas voulu faire une exposition monographique sur un des très grands de la bande dessinée qui s'intéresse à l'architecture comme Scoyton par exemple, Cités obscures, Orbicrante, vous connaissez ça par cœur. Évidemment on aurait pu faire ça, mais on a pensé beaucoup plus intéressant de faire une exposition collective où on a des gens extrêmement connus, on pourrait dire des superstars de la BD, à côté de jeunes, de très jeunes que le grand public ne connaît pas du tout, et de mélanger ça aussi avec des superstars de l'architecture et des gens un peu moins connus. Donc vous voyez, le mélange, il est dans tous les sens. Et c'est ces allers-retours qui produisent l'exposition qui s'offre au public aujourd'hui.